Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. On ne va pas faire un exemple concret aujourd'hui, mais on va voir un paradigme de programmation qui gagne pas mal en popularité en ce moment, la programmation fonctionnelle. Alors de quoi s'agit-il? La programmation fonctionnelle, c'est un paradigme de programmation au même titre que la programmation impérative, la programmation orientée objet, et ça décrit une manière d'organiser notre programme qui va tourner autour de l'utilisation de fonctions, comme son nom évidemment l'indique. Donc l'idée c'est de concevoir notre programme non pas comme une série d'opérations que l'on va effectuer les unes à la suite des autres, comme c'est le cas avec un programme standard, mais plutôt comme une composition de fonctions. Donc ça rejoint un petit peu en ça la philosophie Unix, où on crée des tout petits bouts de code qui font des petites opérations, et ensuite on les combine ensemble pour effectuer des choses un petit peu plus poussées. Qui n'a jamais fait un petit PS pour pouvoir avoir les processus, ensuite on le pipe avec un grep pour lister seulement les processus qui font du PHP ou n'importe quoi d'autre. Mais ça va être exactement le même principe avec la programmation fonctionnelle. On n'utilisera que des fonctions qui vont, une fois combinées les unes à la suite des autres, vont permettre d'effectuer une opération plus complexe. Donc je vous ai pris un petit exemple ici et j'ai choisi dans cette vidéo d'utiliser du JavaScript parce que c'est un langage qui est assez populaire et je pense que tout le monde arrivera à reconnaître du JavaScript. Ceci étant dit, le JavaScript ce n'est pas spécifiquement un langage de programmation fonctionnelle. On peut effectuer certaines opérations de programmation fonctionnelle avec, mais il faut savoir qu'il y a des langages plus particuliers tels que le Haskell, le Scala, Elm par exemple, il y a aussi Elixir, Erlang, des langages qui vous obligent à faire de la programmation fonctionnelle et du coup qui vous obligent à réfléchir d'une manière un petit peu différente. Donc dans cet exemple-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre les noms des différentes personnes et de les organiser par ordre alphabétique et les mettre en majuscules. Donc en programmation impérative, ce que je ferai, c'est que j'aurai ma variable qui contiendrait les noms des différents élèves. Je vais créer une nouvelle variable qui va contenir la liste des élèves en majuscules. Ensuite, je fais une petite boucle et au fur et à mesure de cette boucle, je remplis ce nouveau tableau avec les élèves que j'ai mis en majuscules. Et après, je vais utiliser la méthode sort qui modifie ce tableau-là pour les organiser de manière alphabétique. Et j'obtiens ce résultat-là. En programmation fonctionnelle, on ne va pas concevoir notre algorithme sous forme d'étapes, mais plutôt comme une série d'opérations comme je vous l'ai dit. Donc j'utilise ici une librairie dont on parlera plus tard. Donc globalement, j'obtiens une liste qui contient mes différents élèves. Sur cette liste, je lui dis d'appliquer une méthode qui transforme tout en majuscules. Je lui demande ensuite, sur le résultat de cette opération-là, d'effectuer une organisation alphabétique. Sur ce résultat-là, je lui demande de convertir en tableau, et du coup, à la fin, j'obtiens pile poil le bon résultat. Donc vous voyez la différence de ces opérations-là. Alors l'utilisation de fonctions ne suffit pas à définir la programmation fonctionnelle. Il y a aussi d'autres notions qui font que la programmation fonctionnelle est une manière bien particulière de développer. Notion numéro 1, la notion d'immutabilité. Comme son nom l'indique, c'est une notion qui implique que l'on ne mute pas des éléments. Donc le JavaScript permet d'illustrer ce problème-là parce que beaucoup d'opérations que l'on fait en JavaScript font des mutations. Donc une mutation, globalement, c'est un changement d'état d'une variable. Donc par exemple, si je crée un tableau qui contient des élèves et que j'aimerais bien obtenir à la fin un second tableau qui contient un nouvel élève. Si je prends le code que j'écrirai de manière standard, donc en utilisant la méthode push en l'occurrence, ici je fais une mutation. C'est-à-dire que lorsque je fais élève.push marque, ce que je fais ici, c'est que je mute, je change la variable élève pour lui rajouter une valeur. Donc il m'est impossible de revenir en arrière et de récupérer la valeur originale. J'ai fait une modification de cette variable-là. La même chose en utilisant l'immutabilité consisterait à faire ça. Donc je crée une variable élève et dans cette variable élève, j'ai un élément. Ensuite, je décide de créer une nouvelle variable qui va contenir donc notre nouvelle classe avec l'élève supplémentaire et je peux l'écrire si j'utilise le S6 de cette manière ici. C'est-à-dire que je prends le tableau élève par défaut et je rajoute la valeur marque. Donc l'avantage, c'est que ici j'ai une nouvelle variable, nouvelle classe qui va contenir mes deux éléments, mais j'ai toujours accès à l'ancienne variable élève qui va contenir notre valeur précédente. Alors dit comme ça, on peut se dire, ouais, mais l'immutabilité, ça a l'air chiant et ça amène pas grand-chose. Quel est l'avantage d'utiliser ce système-là? Le principal avantage, c'est que l'on n'a pas de surprise. Le problème avec les mutations, c'est que nos variables peuvent être modifiées sans forcément qu'on s'en rende compte clairement, et du coup, ça peut mener parfois à des petits problèmes. Je vais vous donner un exemple concret avec une petite librairie que j'ai utilisée récemment, qui est la librairie Moment.js. Donc j'ai besoin, pour une raison que je ne pourrai plus vous citer, j'ai besoin de la date du jour et de la même date dans un an. Donc ce que je fais, c'est que je crée une variable qui est une instance de moment en faisant today égale moment. Donc je fais mon petit code, ma petite popote, et plus tard je me dis tiens, je vais créer une nouvelle variable future qui contiendra la date d'aujourd'hui à laquelle j'ai rajouté un an.
Si on regarde ce code-là, c'est tout à fait clair. Le problème, c'est que si ensuite je lui demande est-ce que la date d'aujourd'hui est égale à la date du futur, il devrait me donner non, il devrait me dire non, futur est dans un an. Et pourtant, il me donne true. Pourquoi? Parce que cette méthode-là fait une mutation, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas une nouvelle instance de moment, mais elle rajoute à today une année. Ce qui fait qu'en faisant cette opération-là, sans m'en rendre compte, j'ai muté la variable today. Donc plus tard dans mon script, la valeur de today sera égale à la valeur de futur. Et du coup, je me retrouve avec plein d'effets de bord et plein de trucs qui se mettent à péter dans tous les sens. Pourtant, quand je regarde ce code-là, la logique semble valable. Pour corriger le souci, ce qu'il faut faire dans le cas de moment.js, c'est de cloner. Là, je vais lui dire, bon, je veux rajouter un an, mais sur une nouvelle instance qui est clonée à partir de today. Donc, je suis obligé de rajouter un morceau de code pour justement éviter ce problème-là. Et c'est un exemple bien spécifique ici, mais ça peut arriver à plein d'endroits. Par exemple, dans le cas du push, vous pouvez vous dire, je crée un nouveau tableau qui contient un élément supplémentaire, mais sans vous en rendre compte, vous avez muté le tableau original. Et du coup, ça a un effet sur tout le reste de l'exécution de votre script. Donc forcément, c'est pas une bonne chose. Alors par contre, cette notion d'immutabilité peut poser des problèmes en termes de performance. Parce que si jamais je prends un tableau qui contient 1 million d'enregistrements, et que je me dis, j'aimerais bien maintenant rajouter un nouvel élément. Avec le principe de mutation, on rajoute un élément en fin du tableau, et du coup, en mémoire, on se retrouve avec un seul tableau d'un 1 million d'éléments plus 1. Dans le cas d'un système immutable, le problème c'est que si jamais je veux rajouter un élément à un tableau, ça m'oblige à créer une nouvelle variable qui contiendra le tableau original avec l'élément supplémentaire. Ce qui fait qu'en mémoire, je me retrouve ici avec deux tableaux. Donc probablement, je me retrouve donc avec 2 millions et un élément à sauvegarder, ce qui n'est pas forcément optimal. Donc en interne, les différents langages de programmation peuvent gérer ça de manière un petit peu plus correcte en utilisant des références. C'est-à-dire plutôt que ici dupliquer les millions d'éléments, ce que peut faire le JavaScript, c'est dire là j'ai un tableau qui fait référence à 1 million d'éléments. Et ce second tableau fait aussi référence au même million d'éléments plus cet élément supplémentaire. Donc au niveau de la gestion de la mémoire, ça peut être plus performant. Un petit exemple avec un objet et un petit arbre, ça sera plus simple. Imaginons j'ai une classe 1 qui contient des élèves avec différents élèves et un professeur qui a un nom. Si j'ai envie de modifier cette classe-là, j'ai envie de changer le nom du professeur, donc je lui attache un nouveau professeur, je vais me retrouver avec un nouvel objet, classe 2, qui ne va pas recontenir la liste des élèves, mais qui fera référence aux mêmes élèves, parce que cet élément-là est commun entre les deux tableaux. Du coup, en mémoire, la seule chose qu'il a à sauvegarder, c'est sauvegarder ce nouveau professeur, donc qui a cette nouvelle propriété, et sauvegarder la nouvelle référence. Donc ici, classe 2 fait référence à ce professeur et à cet élève. Classe 1 fait référence à ces élèves et à ce professeur. Donc l'avantage, c'est qu'en mémoire, il n'a pas dupliqué la liste des élèves. Donc à ce petit jeu-là, les langages de programmation fonctionnelle, donc qui vous obligent à faire de la programmation fonctionnelle, sont spécifiquement adaptés à ce genre de cas. Dans le cas de JavaScript, c'est un petit peu plus compliqué. Suivant le type de variable que vous utilisez, cette notion de référence n'est pas faite correctement. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser des librairies tiers pour optimiser les choses. Donc au final, la notion d'immutabilité, ça vous donne moins d'effets de bord, moins de surprises globalement dans votre code, mais par contre, il faudra du coup faire bien attention à la notion de performance. Alors en même temps que cette notion d'immutabilité, on a aussi des spécificités au niveau des fonctions. Une fonction en programmation fonctionnelle est particulière. Donc d'abord, on a la notion de fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui n'a aucun effet de bord. Et en plus de cela, qui a un résultat constant. C'est-à-dire que si je l'appelle avec les mêmes paramètres, encore et encore, ça doit systématiquement me donner les mêmes résultats. Donc la fonction que je vous montre ici n'est pas une fonction pure. Pourquoi? Parce que si jamais j'appelle count élève, ça va me donner la taille d'élève en fonction de cette valeur du tableau. Donc si je la rappelle avec un tableau d'élèves qui est différent, ça ne me donnera pas le même résultat. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, le problème c'est que la valeur que va retourner countElève va dépendre de cette valeur élève qui n'est pas compris dans la fonction. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, on voit qu'au niveau de la console, ça me donne il y a 2 élèves. Mais si j'exécute la même fonction, mais avec un contexte qui est différent, donc on va l'appeler démo ici, je vais obtenir un résultat différent. Donc cette fonction-là n'est pas pure. La manière de la rendre pure serait tout simplement de lui passer en paramètre la liste des élèves. Comme ça, à l'intérieur, je n'ai besoin de rien. Si je lui envoie un certain tableau, ça me donnera toujours le même résultat. Donc si je lui envoie ici la liste des élèves, ça fait que ma fonction n'a plus du tout besoin de quoi que ce soit. Si je lui envoie un tableau qui va contenir donc l'élève plus démo,
Donc on peut utiliser la notation ES6, on va lui envoyer les élèves et on va rajouter des mots, comme ceci. Mais là, quoi qu'il arrive, la première nous renverra 2 élèves et la seconde nous renverra 3 élèves. Et ça, quoi que je fasse. Donc cette fonction-là n'a du coup plus d'effet de bord et en plus, elle ne dépend d'aucun élément venant de l'extérieur. Donc par exemple, si je me dis je veux rajouter un élève à une classe, donc je vais faire une fonction ajouter élève. Et je vais lui passer un paramètre 2 variables, une première qui sera la liste des élèves et une seconde variable qui sera le nouvel élève à rajouter. On pourrait être tenté de faire tout simplement un élève.push et de lui rajouter l'élève, et ensuite de faire un return de élève. Alors j'ai un petit peu zoomé histoire que vous voyez mieux, mais si je fais ça, le problème c'est que ma fonction ici mute les choses. Si je fais un coup de console.log ajouter élève, je vais prendre mes élèves et je vais rajouter mon élève démo, et ensuite je fais un coup de console.log de élève. Le problème, c'est que cette fonction-là a modifié, a muté notre variable élève. Et du coup, elle a un effet de bord. Si j'essaie de réexécuter ce code-là, je vais obtenir bien ma liste de 3 élèves, mais je vois que le résultat final ici, ce tableau-là, contient maintenant 3 élèves. La manière propre de le faire serait d'utiliser la même notation que celle que l'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire je prends les élèves et je lui rajoute l'élève. Comme ça, ma fonction me renvoie un nouveau tableau contenant l'élève supplémentaire et n'effectue aucune mutation. Si j'essaie de réexécuter ce code-là, hop, je vois que mon tableau original, lui, n'a pas été modifié, mais par contre que le résultat de ma fonction contient bien l'élève supplémentaire. Donc ça, c'est une fonction pure. Donc c'est une notion très importante que l'on retrouve dans la programmation fonctionnelle, mais que l'on peut aussi utiliser en JavaScript. Si vous avez déjà utilisé le gestionnaire de state Redux, toutes les opérations qui permettent de modifier le state, l'état de notre application React.js, utilisent cette notion de fonction pure. Les fonctions doivent être pures pour fonctionner. De la même manière, si vous voulez vous assurer de ne pas muter les opérations, de ne pas muter vos informations, vous pouvez utiliser la méthode object.freeze en JavaScript, qui est une méthode qui permet de vérifier que l'objet n'est pas modifié, ou vous pouvez aller plus loin en utilisant la librairie immutable.js qui vous permet de créer des systèmes de collection immutables, que du coup vous ne pouvez plus modifier, et ça vous donne en plus l'avantage d'avoir des méthodes plus simples pour travailler. Si jamais vous dites j'aimerais bien changer la valeur d'un objet, ça devient un petit peu compliqué. Par exemple, imaginons, j'ai créé un objet, élève, je vais lui donner donc le nom Marc, et je vais lui donner des notes. Et au niveau de ces notes, on va le dire, il a pour l'instant 18 et 20. Et j'ai envie de créer une méthode qui va s'appeler ajouter note, et cette méthode prendra en paramètre l'élève et la note que je souhaite lui rajouter. Et ça, c'est une fonction. Si j'écris ça comme ça veut absolument rien dire. Voilà, donc pour l'instant, je n'écris rien. Et ensuite, je m'imagine faire un coup de console.log. Donc cette fonction-là me retournerait le nouvel élève, globalement. Ajouter note. Et je lui passerai en paramètre mon élève et la note que je souhaite lui rajouter. On va lui rajouter 10. On va imaginer qu'il n'a pas fait bien ses devoirs. Si je fais les choses de manière non pure, je ne vais pas m'embêter. Je peux faire élève.note. .push et je lui rajoute la note. Le problème avec ce système-là, c'est que l'on mute notre élève. Ce qui peut être embêtant si on veut revenir en arrière ou si jamais on veut pas modifier justement les choses. Là, si je fais ça, j'obtiens pas mon élève parce que je ne fais pas un return de élève, mais je vois bien que la valeur ici, note, a été mutée parce que je me retrouve avec un tableau de dimension 3, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose et qui ne respecte pas la notion de fonction pure. Si je veux faire ça en fonction pure, il faut que je crée une nouvelle variable que je vais appeler nouvelle note, où là je prends les notes de l'élève et je vais rajouter l'élément. Donc je prends les notes de l'élève et je rajoute cette nouvelle note. Maintenant, ces nouvelles notes, il faut que je l'ajoute à ce tableau-là. Donc je ne peux pas faire simplement élève.note parce que ça va faire une mutation, mais je peux utiliser le object.assign. Donc je vais prendre un objet vide, je vais lui passer les différentes propriétés de élève et je lui passe en plus les propriétés, donc notes, qui contiennent les nouvelles notes. Donc là, globalement, ça équivaut à un merge d'objets en JavaScript. Et ça, je le return tout simplement. Si j'essaie de refaire un petit essai, donc je réexécute mon petit code,
je vois que j'obtiens donc ce nouvel objet qui contient marque avec les 3 notes sans que l'objet original ait été modifié. Donc cette fonction-là est bien pure. Je peux lui passer des paramètres, elle n'a besoin de rien qui vienne de l'extérieur, et en plus, elle n'a aucun effet de bord, c'est-à-dire qu'elle ne modifie aucune variable. Donc vous le voyez ici, au passage, le JavaScript, c'est pas forcément un langage qui a été pensé pour de la programmation fonctionnelle. Ça reste quand même un langage qui, à la base, est objet et qui travaille beaucoup sur des mutations. Mais il est tout à fait possible d'utiliser les principes de programmation fonctionnelle en JavaScript. Si vous le souhaitez rapidement, vous pouvez aussi utiliser Immutable.js qui vous permet de simplifier un petit peu le travail et d'avoir une approche plus fonctionnelle. Donc je commence par initialiser mon projet. Hop. Donc c'est viteuf, on s'en fout. J'installe Immutable. Donc en n'oubliant pas le add ici, voilà. Donc je peux ensuite le require dans mon projet. Donc je vais faire un let immutable égale require et je vais charger Immutable.js. Donc à ce niveau-là, la variable élève contient l'élève, il n'y a pas de changement à faire. Par contre, dès que je veux effectuer des opérations, je peux le faire plus simplement. Je peux créer un objet immutable à partir de élève en faisant. Donc je vais plutôt l'appeler immutable avec un i majuscule, ça me permettra de mieux comprendre que c'est un objet. Et je vais faire let new élève égale immutable .from.js et je vais lui passer l'objet JS. Donc je me retrouve ici avec un objet qui est immutable. Du coup ici, si je mets hop, un petit point d'arrêt et que j'essaie d'exécuter mon petit script, hop, je me vois que newElève, ce n'est pas un objet standard traditionnel, c'est une map qui est un objet d'immutable.js. L'avantage, c'est que sur cet objet-là, on peut effectuer des opérations. Par exemple, je peux lui dire, je prends le nouvel élève, je vais lui dire, je veux que tu obtiennes les notes, et ensuite, sur ces notes-là, je veux que tu pushes la nouvelle note. Donc ça va me donner les nouvelles notes, qui sera un nouveau tableau qui va contenir les nouveaux éléments. Et enfin, je peux lui dire de définir ces notes-là sur sa nouvelle élève. Et directement retourner le résultat. Donc ça fera return new élève. Et je vais lui dire de setter la clé note et de mettre new note. Chaque opération que l'on va faire avec Immutable.js va systématiquement retourner un nouvel objet. Et ça, pour que ça soit bien compris par le JavaScript, on peut utiliser la méthode toJS qui permet de faire l'inverse du from.js. Ça renvoie l'objet en JavaScript. Si j'essaie de réexécuter le code, dans ma console de débugage, je vois bien que ça ne va pas changer ma valeur. Donc j'obtiens le même résultat et j'ai une approche ici qui est un petit peu plus logique et beaucoup plus compréhensible à lire par rapport à la méthode précédente. Donc de manière générale, si vous travaillez qu'avec des objets immutables, c'est plus simple parce que vous n'avez pas besoin de faire ces conversions-là. Mais voilà, il faut savoir que si vous aimez la notion de programmation fonctionnelle et que vous voulez quand même l'appliquer en JavaScript, il y a des alternatives pour pouvoir le faire. Alors du coup, on peut se demander quel est l'intérêt de ces fonctions pures. L'intérêt, c'est d'avoir un code qui est thread safe. Globalement, cette fonction, vu qu'elle n'a besoin d'aucun contexte et qu'on lui passe exactement tous les arguments dont elle a besoin, l'avantage, c'est que demain, on peut se dire, cette fonction, elle fait une opération qui est relativement lourde, je vais la séparer sur un autre processus. Et l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de connaître tout le contexte, tout lui est passé en paramètres. Donc on peut beaucoup mieux séparer notre code. Avec un code qui aurait besoin du contexte extérieur, de variables qui auraient été définies, si je souhaite exécuter cette fonction, je suis obligé de passer tout le contexte juste pour être sûr que cette fonction puisse s'exécuter correctement, ce qui peut évidemment poser des problèmes. L'autre avantage aussi, c'est que ces fonctions sont plus facilement testables. Vu qu'elles n'ont pas besoin d'un contexte extérieur, lorsque je souhaite faire des tests unitaires et tester ces fonctions-là, je sais exactement quoi leur envoyer. Donc ça, c'est un comportement que l'on retrouve même si on fait de la programmation orientée objet. De plus en plus, on cherche à injecter tous les objets dont on a besoin pour pouvoir tester nos trucs plus simplement. Les fonctions qui ont des effets de port sont en général très compliquées à tester. En revanche, ça a l'inconvénient de rendre les fonctions un petit peu plus complexes à définir et de rendre les choses de manière plus explicite parce qu'on est obligé de préciser tous les arguments à chaque fois et ça peut rendre le code un petit peu plus pénible. Donc après, forcément, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on préfère avoir un code plus pénible à écrire mais plus fonctionnel ou on préfère avoir un code un petit peu plus léger? Donc un autre type de fonction, ce sont les fonctions d'ordre supérieur. Donc ce sont des fonctions qui peuvent prendre en argument une ou plusieurs fonctions ou tout simplement qui retournent elles-mêmes une autre fonction. Donc il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà ce genre de cas, notamment si vous faites du JavaScript. Lorsque vous essayez d'écouter un événement avec le addEventListener, systématiquement vous utilisez en second argument un callback, une fonction qui est exécutée lorsque l'événement est déclenché. Donc ce type de fonction, ce sont des fonctions d'ordre supérieur.
Alors je vais prendre un exemple un petit peu pété, hein, mais on va prendre un exemple compte élève et on peut lui passer en second paramètre le compteur, c'est-à-dire la manière de compter les éléments. Et dans cet exemple-ci, je décide de lui injecter un compteur qui renvoie une mauvaise information, qui renvoie 3 élèves. Donc cette fonction countElève est une fonction d'ordre supérieur, vu qu'elle prend en paramètre une fonction. Donc si j'essaie d'exécuter ce code-là, on va repasser sur notre petit éditeur. Hop. Ici, j'ai 2 élèves, mais ça va me retourner au total 3 élèves. Donc si je veux tester les choses, et que je mets un console.log, sinon ça va absolument rien me faire, ça va me donner 3 élèves. L'avantage, c'est que je peux changer la manière qu'a le compteur de travailler. Si je veux compter les élèves par paire, je peux les diviser par 2 par exemple. Et je peux comme ça injecter une fonction qui va changer le résultat. Donc pour le coup, l'exemple n'est pas vraiment très intéressant, mais dans certains cas, notamment quand on travaille avec un système d'événements, c'est très pratique d'avoir ces fonctions d'ordre supérieur, mais ça peut aussi être utile dans des fonctions un petit peu plus poussées, qu'on l'on verra juste après. Autre cas qui lui est un petit peu plus rare, c'est une fonction qui retourne elle-même une fonction. Donc là, hop, on va faire un petit exemple aussi, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est en général à partir de ce moment-là où ça retourne la tête. Mais là, on a une fonction multiply by. Cette fonction prend en paramètre un chiffre, et retourne une fonction qui multipliera les objets par le nombre qui a été indiqué. Donc par exemple ici, je fais un multiply by 10, ça me retourne une fonction qui multipliera systématiquement tout par 10. Donc si j'ai envie de faire par exemple multiply by, on va imaginer 10, et je multiplie 20. Donc ça va me donner 200. Et si je mets un coup de console.log, et que je réactualise, ça me donne 200. Et je peux comme ça avoir une fonction qui me permet de faire des opérations un petit peu plus complexes. Là encore une fois, c'est un petit exemple, mais ça vous montre un cas où cette fois-ci, ce n'est pas la fonction qui prend en paramètre une fonction, mais c'est plutôt une fonction qui retourne une fonction pour effectuer une opération bien particulière. Donc ce cas de figure est effectivement un petit peu plus rare, mais on peut en avoir besoin, et ça reste une fonction d'ordre supérieur. Donc en parlant de fonctions d'ordre supérieur, il y a 3 fonctions qui sont typiques de la programmation fonctionnelle, qui sont les fonctions map, filter et reduce. Donc ce sont des fonctions qui sont absolument indispensables en programmation fonctionnelle, étant donné qu'en général on n'a pas accès à des boucles while ou des boucles for, qui le sont peut-être un petit peu moins avec des langages de programmation impérative. Il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous n'aient jamais entendu parler de ces fonctions-là, mais elles sont très utiles et on peut les retrouver dans de nombreux langages. Le PHP a ces fonctions-là, elles s'appellent par exemple arrayMap, arrayFilter, arrayReduce. Le JavaScript les a directement sur les tableaux, et à peu près tous les langages globalement ont au moins une version de map, filter et reduce. Alors rapidement, pour vous montrer de quoi il s'agit, je vous ai fait 3 petits exemples. On va prendre un tableau qui contient différents nombres. Donc la fonction map, c'est une fonction qui va permettre de modifier les différents éléments et d'y appliquer une transformation. Et on lui passe en paramètre une fonction qui fera une transformation sur chaque item, chaque élément du tableau. Ici, en l'occurrence, ça multiplie chaque élément par 10. Et ça retourne le nouveau tableau. Donc là, ça me retourne un nouveau tableau où tous les éléments ont été multipliés par 10. De la même manière, la fonction filter permet de filtrer des éléments, c'est-à-dire de retirer des éléments du tableau qui ne respectent pas une condition. Ça fonctionne comme la fonction map, ça prend en paramètre une fonction qui prendra chaque élément du tableau et qui pourra retourner une condition. Si cette condition est vraie, l'élément est conservé. Si la condition retourne false, l'élément n'est pas conservé. Et ça nous retourne un nouveau tableau où tous les éléments ont respecté cette condition-là. Enfin, la fonction reduce permet de faire des calculs sur un élément d'un tableau, comme par exemple une somme, une soustraction, et elle est un petit peu plus compliquée à utiliser. Globalement, elle prend une fonction qui prend en paramètre un accumulateur et chaque item du tableau, et qui peut faire une opération. À la fin, le résultat qui est renvoyé, c'est l'accumulateur. Alors, je vais vous prendre un exemple concret, et ça vous parlera beaucoup mieux. Alors, je vous ai préparé un nouveau fichier où j'ai un ensemble d'élèves. Donc pour l'instant, je vais faire simplement un coup de console.log élève pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc je réexécute ce code-là et je me retrouve avec un tableau qui contient 30 élèves. Sur chaque élève, j'ai un nom et une note. Si je vous demande par exemple de me sortir un tableau contenant la liste des élèves, il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous m'écrivent le code suivant. Élève, ou on va l'appeler names, égale un tableau vide. Ensuite, je parcours l'ensemble des élèves en faisant for let i égale 0, i inférieur à élève.length,
et ensuite i++. Ça me donne accès à la variable élève qui contient l'élève qui correspond à la clé demandée. Et après, je peux lui dire dans names, je veux que tu pushes l'élève, le nom de cet élève. Et à la fin, je peux faire console.log names et ça me renverra la liste des élèves. Si j'essaie d'exécuter ce code-là et que je n'oublie pas de sauvegarder avant, je vois bien que j'obtiens mes 30 noms d'élèves. Donc ça, c'est la manière impérative de faire les choses. On fait les opérations les unes à la suite des autres. Avec la méthode map, c'est beaucoup plus simple. On peut prendre notre tableau d'élèves et on va lui dire pour chaque élève, je veux que tu appliques cette transformation. Alors je vais mettre ici fonction pour que ça vous parle un petit peu mieux. Mais avec de l'ES6, on peut écrire ça encore plus simplement. Même si je suis fan de la nouvelle syntaxe, je trouve que ça masque un petit peu c'est plus difficile d'identifier en fait les bouts de code. Mais là, je peux lui dire, je veux simplement que tu me return le nom de l'élève. Voilà, et ça, automatiquement, ça va me donner le tableau contenant la liste des différents noms. Et vous le voyez, le code est pour le coup beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus facile aussi à modifier par rapport à la boucle. Après, si je veux l'écrire en ES6, je peux me passer de ça. Vu que c'est qu'un seul paramètre, je peux me passer de ça. Et vu que ça return directement, je peux l'écrire de cette manière-là. Donc le S6 rend l'approche fonctionnelle encore plus rapide. Après, voilà, mon seul petit défaut, c'est que je trouve que ça rend les trucs un petit peu moins identifiables. Autre fonction, la fonction filter. La fonction filter permet, comme on l'a dit, de filtrer les éléments et de ne retourner que les éléments qui répondent à la condition. Si je veux la liste des élèves qui commencent par S, je peux le faire de la manière suivante. On va l'appeler élèves ou élèves underscore S. Voilà, et on le console.log juste après. Ou même on mettra plutôt des points d'arrêt, c'est plus simple à tester. Mais là, je peux lui dire, je veux que tu prennes les élèves et je veux que tu les filtres. Et tu les filtres comment? Tu prendras élève et tu retourneras comme condition, est-ce que le premier caractère de leur nom est la lettre S en majuscule? Donc on fait return élève.name.char@ et je lui demande le premier caractère et est-ce que c'est un S? Si c'est un S, effectivement cette condition sera vraie et du coup j'obtiendrai les bons élèves. Et je n'oublie pas ici de mettre un let devant, sinon la console va pas forcément aimer. Et là on va mettre élève S. Donc je réexécute ce code-là, il va s'arrêter ici. Et je vois bien que dans élève S, je me retrouve donc avec un tableau de taille 2 et j'ai seulement les élèves où leur nom commence par S. Enfin, la dernière fonction utile, c'est la fonction reduce. Donc on va prendre un exemple encore une fois. Je prends les notes de l'élève numéro 1. Donc ça sera élève 0. Et je vous demande de sortir sa moyenne. Donc là, de la même manière, il y a de fortes chances que vous l'écriviez de la manière suivante. Vous créez une variable somme, qui sera donc la somme des différents éléments. Donc ça sera au début 0. Donc ensuite, on va parcourir le tableau. On va utiliser pour cela la méthode forEach. On est quand même en 2017. Note.forEach. Donc ça, c'est une fonction d'ordre supérieur, du coup, qui prend en paramètre une fonction qui prend chaque item. Et d'ailleurs, on va plutôt nommer ça note, ça parlera plus. Et à chaque note que l'on va rencontrer, on fait un sum plus égal note. Et à la fin, on fait console.log moyenne. Et la moyenne de la personne, ça sera la note, ça sera la somme divisée par le nombre de notes. Si j'essaie de réexécuter ce petit bout de code-là, alors j'ai une petite erreur parce qu'effectivement ici c'est les notes que je veux récupérer. Donc je réexécute ce code ici et ça me donne une moyenne de 8 sur 8. Donc je sais pas, il avait de mauvaises notes apparemment. Ouais, effectivement, il n'était pas terrible. Donc là de la même façon, vous pourriez écrire un for, on obtiendrait le même résultat. L'inconvénient c'est que bon, on fait des mutations, cette fonction c'est pas une fonction pure, c'est un vrai bordel. Avec reduce c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'on a tendance à moins l'utiliser parce qu'elle fait un petit peu plus peur. Donc la fonction reduce, elle fonctionne de la manière suivante. Vous faites un note, donc votre tableau, et vous lui dites je veux réduire cette valeur-là. Vous lui passez en paramètre une fonction qui prend deux paramètres, un accumulateur et ensuite l'item. Donc c'est comme le map pour le coup, au niveau de l'item. Cet accumulateur, vous allez lui donner une valeur de départ, ici ça sera 0. Et à chaque fois que vous allez itérer, vous pouvez appliquer une modification à l'accumulateur. Donc là, par exemple, on fait return. Je prends l'accumulateur et je veux que tu rajoutes la note.
Si à la fin je fais un console.log de sum où je mets un point d'arrêt ici et que je réexécute mon code, j'obtiens dans sum la somme de 176. Si on veut un petit peu mieux comprendre, je peux mettre un point d'arrêt ici, hop, on réexécute. Il arrive la première fois. Donc la première fois, l'accumulateur est à 0 parce que c'est la valeur initiale et il me sort la première note, qui est la première note de l'élève, 13. Donc là, je vais lui dire, tu retournes 0 plus 13. Seconde boucle, l'accumulateur a pris la valeur qui a été retournée précédemment, à savoir 13, donc 0 plus 13, et maintenant la valeur vaut 13. La seconde note, c'est 2, donc ça donnera 15. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Et quand j'arrive au bout, voilà, il ne va pas me laisser continuer. J'arrête le point d'arrêt, je continue, et à la fin, j'obtiens bien le résultat de 176. Et c'est du coup beaucoup plus simple. L'avantage, c'est qu'après, on peut fusionner les choses. Imaginons, j'ai envie d'avoir, et je vous laisse essayer de le faire, hop, je veux un tableau, alors on va arrêter ces points d'arrêt, sinon on ne va pas voir grand-chose. Je veux un tableau contenant les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 10, donc qui ont la moyenne. Et ça, vous pouvez le faire en utilisant les fonctions map, filter et reduce que l'on vient de voir. Donc je vous laisse essayer de le faire, histoire de vous faire un petit peu la main, et on le fait ensemble juste après. Donc on est parti. Donc pour avoir un nouveau tableau, moi je veux filtrer, je veux retirer des élèves. Donc je prends mon tableau élève, et on va faire un console.log directement. Je prends mon tableau élève, et je vais lui appliquer un filter. Donc ce filter prendra en paramètre une fonction. Alors je vais mettre fonction systématiquement, c'est juste pour qu'on s'y repère bien. Et je lui passe en paramètre l'élève. Maintenant, il faut mettre ma condition. Donc d'abord, il me faut obtenir la moyenne de l'élève. Donc pour obtenir la moyenne de l'élève, je peux utiliser la fonction reduce. Donc je fais élève.note.reduce. Je lui passe en paramètre une fonction qui prend un accumulateur et ensuite la note. Je lui précise la valeur initiale de l'accumulateur, donc c'est 0 par défaut, mais mieux vaut être sûr. Et ensuite, je lui dis, il faut que tu retournes l'accumulateur plus la note. Et ensuite, tout ça, je vais le diviser par note, par élève.note.length. Donc ça me donne la moyenne. Je vais le sauvegarder dans une variable, histoire que ça soit plus clair. Et ensuite, je peux lui dire, je veux que tu returnes, est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10 ? Si maintenant j'essaie de réexécuter le code, hop, ça me donne 18 élèves sur les 30 qui ont plus de la moyenne. Si je le souhaite aussi, je peux me dire, je vais utiliser un ArrayMap pour créer un nouveau tableau qui va contenir directement la moyenne, si j'en ai besoin plus tard. Donc ce que je peux faire, c'est ici, hop, on va mettre un console.log new élève. Top élève. Donc je vais créer une nouvelle variable moyenne underscore élève qui va me donner la liste des élèves et qui rajoutera une clé supplémentaire qui est la moyenne. Donc pour rajouter une clé et avoir le même nombre d'éléments, là la fonction que j'aurai utilisée c'est map. Donc je fais élève.map, c'est une fonction qui prendra en paramètre chaque élève et qui fera la transformation. Et attention, je veux que ça reste des fonctions pures, que ça ne modifie jamais le tableau élève. Donc là, il me faut obtenir la moyenne. Et je me dis, tiens d'ailleurs, ça serait pas mal d'avoir une fonction à cet endroit-là. Donc je vais créer une fonction. Je vais l'appeler moyenne. Ça va être une fonction qui prendra en paramètre les notes et qui retourne la moyenne. Donc à l'intérieur, elle fera simplement un return de ce truc-là. Donc elle prend les notes, elle fait un reduce en faisant l'accumulation, donc elle fait une somme. Alors il y a des fonctions JavaScript qui permettent de le faire, mais là je veux vraiment forcer les choses. Et ça divise sur la taille de ce tableau-là. Maintenant, à cet endroit-là, je vais retourner à chaque fois, je vais retourner mes nouveaux élèves. Donc je fais un return, object.assign, je prends un objet vide, je lui passe les clés qui correspondent à l'élève, et je lui passe la clé supplémentaire moyenne, qui sera donc la moyenne de l'élève, et je lui envoie les différentes notes, comme ceci. Donc je vais supprimer ce petit code-là, hop, je vais mettre un petit point d'arrêt ici, et je vais déclarer cette variable en variable locale, histoire de l'avoir sur mon debugger. Donc je relance un petit coup de debug, et je vois ici que j'ai moyenne élève, j'ai mes 30 objets, et dans ces objets-là, je vois bien que j'ai la variable note, et j'ai la variable moyenne. Par contre, cette moyenne est undefined, parce qu'à cet endroit-là, j'ai oublié de retourner le résultat. Si maintenant je réexécute le code,
Dans moyenne élève, je vois bien que pour chaque élève, j'ai la moyenne. L'avantage, c'est que cette variable-là n'a pas été affectée. Si jamais je ne mettais pas le object.assign et que je mettais directement un élève.moyenne égale moyenne et je lui passe en paramètre les notes de l'élève, le problème en faisant ça, c'est que je fais une mutation. Et après, du coup, il faut que je retourne l'élève en question. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, ma variable moyenne élève a bien les mêmes propriétés, ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que cette variable élève ici a elle aussi été mutée. Et du coup, ça a un effet de bord. Bon, là, pour le coup, je rajoute un paramètre, donc c'est pas bien gênant. Mais vous voyez le genre de problème que ça peut causer. Maintenant que j'ai ces moyennes, je peux lui dire directement, je vais les filtrer. Et l'avantage, c'est qu'avec le JavaScript, je peux enchaîner les fonctions. Donc ici, je peux lui dire par-dessus, je veux que tu fasses un filter. Donc ce filter, tu vas prendre les élèves, et tu vas me retourner les élèves où la moyenne est supérieure ou égale à 10. Voilà, et ça crée un code qui est beaucoup plus simple. Si j'essaie de réexécuter ici, pouf, j'obtiens mon top élève qui contient mes différents élèves qui ont une moyenne supérieure à 10. Alors le petit inconvénient par contre de ces méthodes-là, bien qu'elles soient très pratiques, c'est qu'à chaque fois, elles reparcourent le tableau, parce que d'abord elles parcourent le tableau pour faire ce map, et ensuite elles parcourent ce tableau pour faire le filter. L'autre problème aussi, c'est que suivant le langage de programmation dans lequel vous travaillez, ça peut être plus ou moins pratique. Si par exemple je prends du PHP, donc on va écrire un nouveau fichier que l'on va appeler demo.php. Donc on va faire un on ouvre la balise PHP, on fait un JSON égale JSON underscore decode et on lui passera une chaîne de caractères qui contiendra donc tout notre objet JSON. Et ensuite on mettra un simple var_dump de JSON pour le moment. Je vais essayer d'exécuter ce code-là, donc là je vais directement le faire en terminal et je vais exécuter demo.php. Donc ça me donne bien ces éléments-là. Donc comme je vous l'ai dit, comme pour beaucoup d'autres langages, le PHP dispose de ces fonctions-là. Donc on a notamment la fonction array underscore map qui permet de faire un array map, et on a aussi la fonction array underscore filter et array reduce. Le problème, c'est que le PHP est encore moins prévu pour faire du fonctionnel que le JavaScript. Donc si j'essaie de traduire ça, alors hop, on va descendre ici. Ici, je vais créer une variable moyenne, qui sera donc une fonction. Donc là, on va plutôt l'appeler function, moyenne. Ça prendra en paramètre les notes. Et pour le coup, on va faire simplement un sum, c'est pas ce que je vais vous montrer ici. Voilà, on va faire un array sum du nombre de notes, et on va le diviser par la taille des notes. Donc ça sera count de notes. Et vu qu'on est en PHP, on met un $ devant les noms des variables, sinon on va pas aller bien loin. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Maintenant, je veux mon top d'élèves. Je fais une variable top underscore élève. J'utilise la fonction array underscore map. Donc ça prend en premier paramètre le callback et en second paramètre les différents éléments. Forcément, c'est du PHP, donc les arguments sont dans le sens inverse que celui que l'on attend. Donc les élèves, c'est élève. Donc là, je vais plutôt l'appeler élève, histoire d'être raccord avec notre version JavaScript. Et pour cette fonction-là, je vais prendre élève, je vais lui définir une nouvelle clé moyenne, et ça sera la moyenne de la note, à partir des notes plutôt. Voilà, et je return l'élève. Donc pour le coup, j'essaie pas de faire une fonction pure. En PHP, ça serait juste chiant et antiproductif. Et attention par contre, ici, c'est élève au singulier. Et je lui passe en second paramètre le tableau contenant les élèves. Donc c'est élève avec un S, oui, c'est bien ce que j'ai mis là-haut. Donc je ferme ça et je vais enlever ce code-là et je n'oublie pas le point virgule ici. Et ensuite, je fais un var_dump de top élève. Donc ça devrait me renvoyer les différents élèves dans lequel on a rajouté une clé moyenne qui contient la moyenne de l'élève. Si je réexécute ce code-là, je vois ici que ça me donne bien ça. Sauf que à cet endroit-là, j'ai fait la même erreur que celle que j'avais fait en JavaScript, j'oublie de return. Donc je réexécute mon code et je vois bien que j'obtiens la moyenne de l'élève. Si maintenant je veux utiliser un filter, j'ai un double emmerdement. Premièrement, le filter prend les arguments dans le sens inverse que le array map. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et du coup, je suis obligé de lui repasser l'argument. Donc ça voudrait dire que je dois faire un truc qui ressemble à ça. Array filter.
Je lui passe en premier paramètre le tableau, donc c'est le résultat de cette opération, et en second paramètre la fonction qui va prendre les élèves et qui fera le filtre. Et le filtre, ça sera return de élève. Je prends la moyenne et je regarde si elle est supérieure ou égale à 10. Voilà comment on ferait la même chose en PHP. Si j'essaie de réactualiser, donc ça va me donner un certain nombre d'élèves, et si je veux simplement le compter, et je devrais tomber sur 18, hop, ça me donne bien 18 élèves. L'inconvénient, c'est que contrairement au JS qui a une syntaxe qui est relativement pratique pour enchaîner les méthodes, on voit qu'on fait, hop, si même on les indente correctement, hein, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Ce qui est beaucoup plus simple à comprendre. Avec PHP, l'emmerdant, c'est que on est obligé de rappeler les méthodes les unes sur les autres. Dans d'autres langages de programmation, ça se fait encore plus simplement avec l'utilisation d'un système de pipe. Si je prends le langage Elixir, par exemple, vous pouvez faire un coup de élève, et ensuite vous lui dites, bon tiens, je veux que tu utilises la fonction map, et tu vas mapper en utilisant quelque chose. Ensuite, tiens, je veux que tu passes ça dans le résultat dans la méthode filter. Hop. Et je veux que tu enchaînes comme ça les opérations. Donc ça rend les choses un petit peu plus pratiques à écrire. Dans PHP, faire de la programmation fonctionnelle, c'est pas forcément tip-top. En JS, c'est déjà un petit peu plus acceptable avec cette notation-là. Enfin, la dernière chose très utile en programmation fonctionnelle, c'est la notion de récursivité. C'est la capacité qu'a une fonction à s'auto-appeler. Donc j'ai déjà un tutoriel qui est entièrement dédié à cette notion de récursivité, mais ça permet de résoudre des cas un petit peu complexes, comme par exemple la recherche de routes efficaces et ce genre de choses. Donc pour cet exemple de récursivité, on va prendre quelque chose de plutôt simple. J'aimerais bien faire la suite d'un nombre avec tous les nombres précédents. Par exemple, si je lui demande la somme de 10, ça va faire 10 plus 9, plus 8, plus 7, plus 3 points de suspension, jusqu'à arriver à 1. Donc voilà le principe de cette fonction. Donc je vais l'appeler sum previous number. Et ça prendra en paramètre le nombre. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre n et qui nous retournera le résultat. Donc si je lui demande maintenant de me faire un console.log de sum previous number et je lui passe en paramètre 10, ça doit faire 10 plus la somme des précédents. Donc ça returnera 10 plus la somme de tous les précédents. Et la somme de tous les précédents, c'est n-1. Donc, pour avoir 9, c'est 9 plus la somme de tous les précédents, jusqu'à arriver à une valeur clé. Hein, si je le laisse continuer, il va faire ça en boucle, qui est la valeur 1. Lorsque j'arrive à 1, il faut simplement retourner 1. Donc, je vais dire, si je lui demande la somme des précédents chiffres en lui passant la valeur 1, il doit simplement me renvoyer 1. Et d'ailleurs, on va plutôt lui dire, allez, à 0. Donc, if n égale 0, dans ce cas-là, je veux simplement que tu returnes 0. Donc là, on a créé un système récursif. Et on peut même gagner du temps en l'écrivant directement comme ceci. C'est quand même beaucoup plus rapide qu'une boucle. Bon, ça retourne un petit peu plus la tête, certes, mais c'est plus rapide qu'une boucle. Si maintenant j'essaie d'exécuter ce code-là, donc je vais faire un coup de F5 en l'occurrence ici, je vais sortir ma console de débugage, ça me donne 10. Parce que forcément ici, j'ai mis n au lieu de mettre... J'ai mis 10 au lieu de mettre n plutôt. Si je réactualise, ça me donne 1. Si je lui demande de faire la somme de tous les chiffres à partir de 5, ça va me donner 15. Si maintenant je lui demande tous les chiffres à partir de 10, ça va me donner 55. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe de base. Par contre, il y a un petit inconvénient. C'est que si jamais vous lui demandez un chiffre un petit peu grand, je vais lui demander ici 10 000, et que j'essaie d'exécuter ce code-là, alors 10 000 ça suffit pas, on va rajouter un 0, 100 000, on va se retrouver avec une erreur. On voit que dans mon cas ici, j'utilise Node.js, Node.js crash et me dit maximum call stack size exceeded. Donc pour remédier à ce problème-là, on peut utiliser ce que l'on appelle la récursion terminale. Donc la page Wikipédia explique bien le problème. Le problème dans notre cas, c'est qu'on fait comme ça, on lui demande d'effectuer les opérations. Donc ce qu'il fait, c'est que à chaque fois, il écrit les choses comme ça. Bon, appelle cette fonction-là, puis appelle cette fonction-là, puis appelle celle-là, appelle celle-là, appelle celle-là. Et ça, dans notre cas, 100 000 fois. Le problème, c'est que en JavaScript et dans beaucoup de langages de programmation, la call stack, c'est-à-dire la liste d'exécution des fonctions, n'est pas illimitée. Et ici, avec 100 000, on arrive à saturation. La call stack est trop grande et du coup, ça crache. Donc une solution qui est la solution entre guillemets naïve, c'est tout simplement de se dire on va augmenter cette call stack, mais ce n'est pas du tout la bonne solution. Une autre solution qui est beaucoup mieux,
C'est d'utiliser le principe de récursion terminale. Le principe de récursion terminale, c'est un principe qui est très présent dans les langages de programmation fonctionnelle. C'est que globalement, si la dernière instruction d'une fonction est un appel à la même fonction, ça permet de faire de la récursion terminale. C'est-à-dire que ce code-là ne sera pas lu par l'interpréteur de cette manière-là, mais plutôt comme une itération et un enchaînement d'éléments. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va perdre l'étape précédente, ce qui va permettre de ne pas faire grandir la call stack. Donc par contre, ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'à la fin, on ne retourne pas directement une fonction, mais on retourne une opération arithmétique. Donc il n'est pas capable de faire ce système de telle récursion. De la même manière, ce n'est pas quelque chose qui est actif par défaut. Si je vous prends un exemple un petit peu plus simple, qui permettra juste d'illustrer le problème, je vais créer une nouvelle fonction foo. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre une valeur x et dit si x est égal à 1, dans ce cas-là, ça return 1. Dans le cas contraire, ça return foo de x-1. Donc globalement, ça va aller jusqu'à atteindre 1 et ça retournera simplement 1. C'est une fonction qui est plus simple à écrire. Dans ce cadre-là, on est dans le principe d'une tail récursion, parce qu'à la fin, la fonction qui est retournée, c'est la fonction qui est appelée. Donc si j'appelle foo de 100 000 et que j'essaie d'exécuter ce code-là, je vais obtenir le même problème, le call stack size exceeded. Ceci étant dit, avec Node.js, on a la possibilité de mettre des drapeaux pour lui demander d'activer le tail call. Et ces drapeaux correspondent à ça. C'est useStrict et harmony tail calls. Donc c'est une nouvelle feature qui est apparue dans Node.js 6.2 qui est supportée par défaut dans de nombreux langages de programmation fonctionnelle, mais c'est pour vous montrer l'avantage qu'a ce système-là. Ce système-là permet de remédier aux problèmes de call stack que l'on peut rencontrer. Et comme je vous l'ai dit, vu que Node.js ce n'est pas quelque chose qui a été spécifiquement pensé pour les langages fonctionnels, c'est pas activé par défaut. Mais voilà, dans le cadre de langage fonctionnel, vous n'avez pas forcément un problème de stack qui grandit de manière exponentielle. Donc lorsque vous pensez votre récursivité, ça oblige aussi à y réfléchir un petit peu. Faut vraiment réfléchir son script pour se retrouver dans cette situation de tail call. Si je prends la somme de previous number, donc je redemande de faire cette somme-là, là il plantera parce que à la fin on fait une opération arithmétique et on ne fait pas justement la somme qu'il attendait. Donc pour remédier au souci, faudrait lui passer en second paramètre le total, donc ça serait l'équivalent de l'accumulateur que l'on a vu avec la fonction reduce. On lui dit si la valeur est égale à 0, je ne veux pas que tu returnes la valeur 0, mais je veux que tu returnes l'accumulateur que tu as persisté tout au long de l'exécution. Et lorsque tu fais la somme des nombres précédents, tu vas prendre n-1 et tu vas envoyer à l'accumulateur la somme. Voilà, ce qui permettra comme ça de remédier au problème. Et tu vas mettre comme valeur par défaut à l'accumulateur la valeur 0. Maintenant, je me retrouve pile poil dans la situation du tail call et ça peut être optimisé. Donc si j'essaie de réexécuter ce code-là, donc pas avec l'outil de debugger parce que je ne peux pas mettre ce drapeau-là, mais avec ces drapeaux ici, je vois que j'obtiens bien le résultat. Et contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas le maximum call stack. Donc ça aussi, ça fait partie des notions de programmation fonctionnelle. Donc après, je vous ai montré ici avec du JavaScript, mais d'autres langages peuvent permettre de faire ça encore plus simplement. Je vais vous faire un rapide exemple avec un autre langage qui est le langage Elixir. Donc je vais créer un nouveau projet de démonstration, voilà. Donc peu importe, même si vous ne comprenez pas le langage, ça suffira à comprendre les choses. Et je vais créer une tâche de démonstration. Et je vais supprimer le code qu'il y a par défaut. Imaginons, j'ai envie d'écrire le même code que celui que je viens d'écrire. J'ai envie de faire ce système de récursion et faire la somme de tous les nombres précédents. Et je vais créer ça sous forme de tâche. Qui appellera donc une méthode que je vais appeler, on avait dit en JS qu'on avait appelé SumPreviousNumber. Et je vais lui passer le même problème que tout à l'heure, je vais lui passer une valeur qui est assez importante. De la même façon, je vais créer donc cette méthode SumPreviousNumber. Ça prendra en paramètre le nombre, et ça prendra en paramètre l'accumulateur, et ça lui donnera une valeur par défaut de 0. Donc jusque là, pas de souci. Et on écrit, ce petit code-là. L'avantage de ce langage-là, c'est qu'il dispose en plus d'un autre truc que l'on retrouve très souvent dans les langages de programmation fonctionnelle, qui est le pattern matching. Et ce pattern matching peut être utilisé aussi au niveau des fonctions. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est écrire la même fonction, mais en lui disant, parfois, les paramètres ont cette tronche-là. Par exemple, je peux me retrouver avec un n qui est à 0, et je me retrouverai avec l'accumulateur.
Si le n est à 0, je veux simplement que tu returnes l'accumulateur. Donc une fonction peut être définie à plusieurs reprises, mais avec des arguments différents. Du coup, ça simplifie encore plus la récursivité. Alors là, par contre, il faut que j'enlève ça. Si maintenant je me rends dans mon dossier démo et que je fais un coup de mix démo, ben ça me donne bien le même résultat. 500, ça fait 50 000, 50 000, c'est bizarre. Ça fait 50 000, 50 000. Si je veux faire la somme d'éléments d'un tableau, ben ça peut aussi être pratique. Par exemple, hop, je vais lui dire io.inspect et je veux que tu fasses la somme et le tableau, ça sera 1, 2, 3, 4 et 5. Et on avait dit que ça, c'était censé donner 15. Mais je peux faire la même chose en utilisant le pattern matching. Je vais définir une fonction, donc qui va s'appeler sum. Donc cette fonction prendra un tableau en premier paramètre et un accumulateur. Si le tableau est vide, ben je veux que tu returnes simplement l'accumulateur. Si le tableau n'est pas vide, je veux que tu prennes le premier élément. On peut extraire le premier élément d'une liste comme ça à la volée. Mais ça, je ne sais même pas comment on va l'appeler trail. Je prends l'accumulateur, et d'ailleurs je vais lui préciser une valeur par défaut qui est à 0. Et dans ce cas-là, ben je lui dis je veux que tu fasses la somme. Tu prends le nouveau tableau qui est tous les nouveaux éléments, et je veux que tu prennes l'accumulateur auquel tu rajoutes le premier élément. Voilà, et là j'ai comme ça en un instant fait mon petit système qui permet de faire la somme. Sauf que là, hop, trail is never used, voilà, parce qu'il est censé être ici. Et si je réactualise, hop, ça me donne bien 15 en l'occurrence. Voilà, et il m'emmerde un peu parce que l'organisation n'est pas bonne, mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous montrer en quoi un langage de programmation fonctionnelle peut encore aller plus loin. L'avantage, c'est que ces langages-là ont directement le tail récursion d'activer et peuvent gérer ça automatiquement. Et tant qu'on y est, vu que j'y suis, hop, ce que je peux faire, c'est vous montrer le système de composition de fonctions. Imaginons on a plusieurs élèves, donc on va faire un tableau qui contient plusieurs élèves. Donc on va mettre un premier élève qui va s'appeler Marc, hop, et qui aura donc les notes suivantes. On avait dit 12, 13, 15. Voilà, bon, c'est pas un mauvais élève. Et on va créer un nouvel élève qu'on va appeler Jean. Et lui, il va avoir des notes un petit peu moins bonnes, 8, 10 et 12. Et ça, on va le stocker dans une variable qu'on va appeler élève. Si je veux faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire obtenir la liste des élèves qui sont au-dessus de la moyenne, ben je peux faire la méthode filter. Donc je peux directement l'appliquer de cette manière-là. Donc je peux lui dire, donc ça sera enum.filter. Je lui passe en paramètre ce gros tableau et en second paramètre une fonction. Mais l'avantage, c'est que je peux utiliser le système de pipe. C'est-à-dire que je peux prendre ce tableau-là et lui dire, bon, ben, je veux que tu pipes ce tableau dans cette fonction enum.filter. Et je te passerai en paramètre une fonction qui va s'appeler as, par exemple, moyenne, et qui prendra en paramètre l'élève. Bon, faites pas gaffe à la syntaxe, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et ici, après, ce résultat-là, je vais le piper dans la fonction inspect, qui permet d'inspecter la variable. Du coup, il faut que je déclare cette variable as moyenne qui prendra chaque élève en paramètre. Et l'avantage des langages fonctionnels, c'est qu'ils peuvent utiliser le pattern matching. Et puis même en plus, ce langage-là, on peut mettre des points d'interrogation dans les noms des méthodes. Soyons fous. Ben, au niveau du paramètre, je peux lui dire, bon, ben, je vais obtenir un élève, et sur cet élève, je vais avoir une clé note que je sauvegarderai dans une variable note. Ce qui me permet de ne pas avoir à m'embêter à extraire la valeur plus tard, je l'ai directement ici. Si ensuite ben, je veux la somme des différentes valeurs, donc là hop, je cherche en élixir, c'est pour faire la somme, ben, j'ai enum.sum. Donc je vais prendre la note et je vais dire bon ben je veux que tu fasses la somme enum.sum. Et je vais faire la somme des différentes notes qui vont être contenues dans la liste des élèves. Et cette somme, tu vas la diviser par la taille. La taille, c'est length de notes. Et ça, je vais vérifier est-ce que c'est supérieur ou égal à 10. Et là, maintenant, j'ai fait mon petit filtre. Si je fais un coup de mix démo, ça devrait fonctionner. Hop, si ce n'est ici, hop, que j'ai oublié les accolades à cet endroit-là. C'est une liste de maps. Bon, peu importe. Si je refais un coup de mix démo, je vois que ça me donne bien ces deux élèves. Si maintenant je me dis, tiens, lui, c'est vraiment un cancre, hein, et hop, il a 7 et il a 2. Allez, il a vraiment une très mauvaise note. Ben, il sera sorti du résultat. Et je me retrouve simplement avec Marc qui a bien des notes au-dessus de la moyenne. Si je veux rajouter la moyenne à tous les élèves, ben je peux lui dire, tiens, allez, hop, on va créer une méthode, on fera enum.map, et pour chaque élève, je veux rajouter la moyenne. Donc on va l'appeler add moyenne.
Donc on va l'ajouter, on va l'appeler add underscore moyenne et on lui passera en paramètre l'élève en question. Donc je définis cette méthode là, add moyenne. Ça prend carrément l'élève. Pour le coup, je prends tout l'objet, pas simplement une clé. Et ce que je peux faire, c'est utiliser la méthode, dans ce cas-là, map.put. Et tiens, je vais lui dire pour l'élève, je veux que tu rajoutes une clé moyenne. Et la moyenne, ça sera cette valeur-là. Hop. Et du coup, vu que j'ai besoin des notes, je peux carrément m'amuser à les extraire. Donc là, je peux lui dire, cet élève, je m'attends à ce que ça soit un hash qui contiendrait des notes. Donc c'est un truc un petit peu particulier, je voulais vraiment vous le montrer parce que ça c'est pas forcément lié spécifiquement à la programmation fonctionnelle. Ça ressemble à un genre de typage entre guillemets parce que ça permet directement d'identifier le type de variable que l'on va recevoir en paramètre des fonctions et ça c'est plutôt pratique. Donc maintenant que j'ai les moyennes au niveau des élèves, hop, pour faire le filtre, j'ai juste à lui dire, là je m'attends à avoir pour chaque élève la moyenne, comme ceci. Et du coup à cet endroit-là, je m'attends à ce que la moyenne soit supérieure à 10. Si maintenant je refais un coup de mix démo, je vois que j'obtiens mon élève Marc et en plus j'ai cette nouvelle clé moyenne. Et en plus ça a filtré les choses. Le problème encore une fois de ces fonctions map, filter et compagnie, c'est qu'à chaque fois elles itèrent. Donc pour le coup j'ai un truc de taille 2, mais il est possible dans des langages un petit peu plus poussés qui utilisent vraiment ce système de map et de filter, d'utiliser des streams. Les streams ont l'avantage de pouvoir combiner les choses. C'est-à-dire que plutôt que de parcourir l'ensemble des éléments, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont combiner l'ensemble des fonctions et ce stream va être effectué qu'une seule fois. Donc ça permet de garder le principe de map et de filter tout en gardant des performances optimales pour des gros tableaux. Et là, hop, c'est pas toList, c'est carrément sur le module enum. Voilà. Et là, j'obtiens le même résultat. Sauf que si je fais des essais un petit peu plus poussés avec des millions et des millions de résultats, j'obtiendrai des résultats beaucoup plus rapides. Donc l'avantage du pattern matching, c'est que ça permet comme ça de combiner et de prendre aussi des cas un petit peu plus particuliers. Si j'essaie de retirer la note agent et que j'essaie de réexécuter ce code-là, je vais tomber sur une erreur. Parce que lorsqu'il va essayer d'obtenir la moyenne, il va pas la connaître ici. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire du pattern matching aussi, lui dire la méthode add moyenne, si j'ai un élève, mais que cet élève ne correspond pas à ce pattern-là, dans ce cas-là, dans sa moyenne, je vais lui mettre la valeur nil. Voilà, et pouf, j'ai géré ce cas spécial en créant une nouvelle méthode. Et à cet endroit-là, as moyenne, je rajoute une condition. Donc je peux rajouter un et ici, ou ce que je peux faire, c'est lui dire, si as moyenne, j'ai une valeur où la moyenne de l'élève est nil, dans ce cas-là, je veux simplement que tu returnes false. Et on peut l'écrire sur une seule ligne pour aller plus vite. Voilà. Hop. Voilà, je tenais vraiment à vous le montrer parce que c'est vrai qu'on est habitué à faire de l'impératif, on peut se demander comment on peut écrire des fonctions complexes en programmation fonctionnelle. Avec le pattern matching et ce genre de choses, on peut aller beaucoup plus vite. Donc voilà pour tout ce qui concerne cette notion de programmation fonctionnelle. Alors maintenant, on peut se demander quel est l'intérêt, est-ce que je peux l'utiliser, où est-ce que je vais l'utiliser, à quel moment et tout ça. Donc soit vous êtes un bourrin de chez bourrin et vous pouvez l'utiliser directement avec des langages et vous décidez d'apprendre un nouveau langage de programmation fonctionnelle et dans ce cas-là, ça vous sera imposé. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, vous n'aurez pas le choix de le faire, le langage vous l'imposera. Mais après, si vous restez sur vos langages de programmation traditionnels, vous pouvez utiliser certaines notions de programmation fonctionnelle pour vous aider. Pas forcément tout, mais certaines choses sont utiles. N'hésitez pas à utiliser un petit peu plus souvent les fonctions map, reduce et filter. Vous l'avez vu, elles permettent de répondre à des problématiques particulières et peuvent vous éviter de faire des boucles un petit peu chiants. La notion de fonction pure, c'est une notion qui est intéressante parce que ça évite les effets de bord et on peut l'utiliser même avec des langages de programmation orientés objet. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Maintenant, avec l'injection de dépendance, on essaie systématiquement de ne pas forcément avoir de fonctions qui font appel à des choses depuis l'extérieur. On le sait, c'est quelque chose qui, en programmation orientée objet, permet d'avoir un code beaucoup plus testable. Donc ça, c'est quelque chose dont on voit déjà les bénéfices. Après, c'est plus ou moins facile à mettre en place suivant le paradigme de programmation. Enfin, les fonctions de ordre supérieur. Donc c'est quelque chose que l'on utilise très très souvent en JavaScript. C'est vrai qu'on utilise des callbacks et on utilise des event listeners systématiquement. Donc on a déjà l'habitude de le faire. En PHP, c'est un petit peu plus récent. Ça est un peu plus récent avec notamment l'utilisation de closure, mais on commence à l'utiliser par exemple avec les routing, mais aussi avec la notion de programmation orientée événement.
Donc même si vous ne choisissez pas d'utiliser totalement le paradigme de programmation fonctionnelle, c'est intéressant de savoir un petit peu les bénéfices et les inconvénients de ces différentes méthodes-là et de commencer à les utiliser dans notre programmation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair en programmation fonctionnelle et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.